Bonjour à tous et bienvenue sur ce GCN Show numéro 202. Aujourd'hui, on va parler des courses de gravel avec des vélos qui sont absolument sans limite. On va parler aussi des nouveautés et des résultats. Donc oui, vous le voyez, je suis tout seul. Louis était sur le championnat de France ce week-end. Il n'a pas eu le temps de revenir à temps pour faire la vidéo. Mais dans tous les cas, il va nous rapporter des vidéos plutôt sympathiques et directement au cœur des équipes. Ça, c'est vraiment intéressant. Pour parler maintenant des vélos de gravel et notamment des courses de gravel, on a vu il y a quelques semaines la Unbound. La Unbound, c'est aux États-Unis, c'est considéré comme une des plus grosses courses de gravel au monde. C'est 320 km, ça a été gagné par Lachlan Morton cette année à 35 km/h de moyenne, ce qui est complètement fou. Et ce qu'on voit, c'est que sur ce genre de courses, des courses qui sont pas forcément UCI, parce qu'il existe un tour des épreuves qualificatives UCI pour aller au championnat du monde de gravel, mais sur des courses indépendantes comme ceci, les règles de l'UCI ne s'appliquent pas. Et puis même au niveau des règlements UCI, sur leur site internet, on n'a pas spécialement de règlement technique comme on peut l'avoir sur les épreuves de route. Mais la Unbound, par exemple, c'est une course qui existe depuis des années. Il y a 2 ans maintenant, ils ont interdit l'utilisation des prolongateurs sur les vélos, alors qu'avant, on voyait que tout le peloton de tête les utilisait. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces mêmes prolongateurs qui étaient utilisés par un Peter Stetina, un rider de chez Canyon en 2021, ils sont sortis en option pour l'achat d'un Grail, leur vélo de gravel compétition. Donc voilà, grâce à ça, chez Canyon, ils ont développé des prolongateurs qui sont directement intégrés à leur vélo de gravel et à l'heure actuelle, c'est le seul vélo qui a cette option chez Canyon. C'est quand même assez intéressant de voir que des tests qui ont été faits sur les vélos de gravel en compétition se retrouvent même pas 2 ans plus tard directement sur les vélos de série. Ce qu'on peut voir sur ces courses, c'est que les équipes et les marques font des tests. Par exemple, si on regarde le vélo de Chase Wark, un rider qui roule pour la marque Love Cycling, et on voit un vélo clairement de gravel avec une fourche suspendue en carbone, des pneus en 45, des roues en aide monstrueuse avec la Jet 180 arrière qui a été créée pour le triathlon pour éviter d'avoir une roue pleine, mais bon, c'est quasiment une roue pleine arrière, mais avec des petits rayons, et une roue avant monstrueuse. On voit même qu'ils ont même travaillé sur le cadre avec des sacoches qui sont aérodynamiques et un casque quasiment de chrono. C'est là où on voit que clairement les marques et les coureurs font des tests et pour améliorer leur performance. Est-ce que ça revient au même qu'au triathlon il y a quelques années qui faisait des tests et qui développaient des vélos qui sont même arrivés sur le Tour de France? On pense au prolongateur avec l'histoire de Laurent Fignon, mais c'est hyper intéressant de voir ce vase communicant. Ensuite, lorsqu'on regarde sur les autres vélos, bon, on voit que le vélo de Lachlan Morton, qui vient directement de chez IF, est plutôt classique, mais avec un double plateau énorme, c'est quasiment un vélo de route, mais avec des roues à gros profil, des pneus en 45. Lachlan utilisait un casque POC aéro, le même qu'utilisé par l'équipe sur route. Bon, ça c'est plutôt sage, on va dire. En plus du casque aéro, utiliser une combinaison aéro de chez POC. On le voit au niveau des coutures que tout est intégré et puis au niveau du cuissard et de la jonction du maillot. Donc voilà, c'est utilisation de tout le matériel disponible aéro pour des courses qui sont censées être gravel, aventure, dans les champs et les prairies pour découvrir le paysage. C'est quand même assez incroyable. On peut voir aussi chez Rapha, ils ont développé une combinaison avec insert pour la poche à eau directement dedans. Donc ça permet de ne pas utiliser de sacs et notamment des sacs de trail comme vous voyez les coureurs les utiliser il y a quelques temps. Donc c'est encore une évolution, c'est même peut-être même une évolution aérodynamique car on le sait que d'avoir une poche dans le dos, un peu de volume dans le dos, ça génère des évolutions aérodynamiques. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Puis le fait que ce soit une marque de tenue qui le sorte, on peut imaginer qu'on va le retrouver dans le commerce dans pas trop longtemps. C'est quand même assez étonnant. On a vu aussi chez les riders de l'équipe Felt, clairement des vélos qui sont monstrueux.
Là, on parle d'un vélo aéro de gravel avec une fourche suspendue, une potence en 160 ou 150 mm de long avec de l'angle plongeant. On voit une toute petite sacoche, des roues en 60 et voire même 3 portes bidons. 3 portes bidons sur un vélo du Tour de France, c'est interdit. C'est là où c'est des petits détails, des petites évolutions, mais qui poussent tout le monde à réfléchir. Et finalement, est-ce que moi, sur mon vélo, je n'aurais pas besoin de 3 portes bidons pour mettre 3 portes bidons, 3 bidons différents et avoir un peu plus d'hydratation? Pourquoi pas? On peut même penser que le dernier porte-bidon peut contenir des outils, admettons. C'est encore une fois des petits détails, mais qui peuvent se retrouver directement sur nos vélos dans le futur. Donc ça, c'est assez intéressant. On a vu aussi chez un rider de l'équipe Santa Cruz une fourche suspendue inversée. Et plus globalement, ce qu'on voit, c'est que l'utilisation des petites suspensions en gravel, ce n'est pas que du marketing, parce que là, les meilleurs riders du monde et ceux qui vont le plus vite utilisent des fourches pour gommer les aspérités des chemins, donc pour générer plus de vitesse, y compris pour les pneus de 45. Donc c'est assez intéressant, on n'est plus dans le tout rigide avec des pneus de 35 qui passent sur des cadres de vélo de route. Donc cette petite évolution pour moi, c'est assez intéressant à suivre. Est-ce que ça dénature le gravel? Ça, c'est encore un autre débat. Mais ce genre de courses font évoluer le marché du vélo. Et de voir des petites évolutions arriver pour des recherches peuvent finalement améliorer notre pratique au quotidien. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, après de là à mettre un casque aéro et une roue lenticulaire sur une course de gravel, je pense qu'on a quand même de la marge. On passe maintenant aux nouveautés de la semaine et la première nouveauté, c'est Wahoo. Wahoo qui sort un nouveau capteur cardiaque directement rechargeable avec des ports magnétiques directement dessus. Ils annoncent une autonomie de 100 heures, ce qui est quand même plutôt correct. Et ils annoncent une étanchéité IPX7 afin d'améliorer la fiabilité. On le sait que sur les ceintures cardio, ça peut avoir tendance à ne pas durer dans le temps. On espère qu'avec une étanchéité totale plus le port magnétique, ça puisse durer un peu plus longtemps. Ils ont travaillé aussi sur la détection des battements de cœur pour que ça soit un peu plus précis. Donc ça, c'est une bonne nouvelle de la part de Wahoo. On passe aussi sur la deuxième nouveauté de la semaine. On a vu l'équipe Visma Lease a Bike sortir leur nouveau maillot pour le Tour de France, donc à base de bleu et de jaune fluo. Moi, je trouve ça assez intéressant, assez joli et ça change un peu des abeilles jaunes. Donc ça va être tout nouveau. On a su aussi que Jonas Vingegaard a confirmé sa présence pour le Tour de France en espérant qu'il soit au top de sa forme. Autre nouveauté, maintenant on part chez les Italiens de chez Colnago qui sortent enfin leur version V4 classique en supplément du V4 RS. L'avantage de ce V4, c'est que clairement, ils ont réussi à baisser le prix de moitié. Donc avec des groupes, des périphériques un peu moins haut de gamme, un cadre un peu moins haut de gamme, mais ils annoncent un vélo hyper excitant et hyper joueur à rouler. Et puis dans tous les cas, même à moitié prix, un Colnago reste avec le look Colnago, puisqu'il reprend exactement la même forme que le V4 RS. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On passe maintenant aux résultats. Et les résultats, je me suis concentré uniquement sur le championnat de France qui s'est déroulé ce week-end. Et pour commencer, on va parler du chrono avec une magnifique victoire de Audrey Cordon-Rago qui termine avec 50 secondes d'avance sur la deuxième, ce qui est quand même une énorme performance. On a vu qu'elle avait pas mal travaillé sa position sur le nouveau Factor. C'est quand même son 7e titre de championne de France du chrono. Et en plus, elle en avait 2 sur route. Donc ça fait 9 titres de championne de France pour Audrey Cordon-Rago. C'est quand même une belle victoire pour elle. Chez les hommes, c'est Bruno Armirail qui remporte le titre pour seulement 3 secondes devant Kevin Vauquelin. Et c'est un peu une consécration aussi pour Bruno et pour l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale qui remporte une nouvelle course, ce qui est exceptionnel. Et puis Bruno Armirail, c'est un beau champion de France cette année. On passe maintenant à l'épreuve sur route et là ça a été remporté chez les femmes par Juliette Labousse qui remporte le titre avec une petite attaque dans les derniers kilomètres qui a réussi à mettre
3 coureurs de la FDJ derrière elle. Donc tir groupé encore de la FDJ, j'ai envie de dire comme chaque année, c'est un peu dommage, mais magnifique victoire pour Juliette Labou. Chez les hommes, on a eu une superbe course et notamment grâce à l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale, encore une fois, qui a vu la victoire de Paul Lapera, seulement 24 ans, devant l'expérimenté Julien Bernard et Thomas Gachignard de la Total Energy. Donc c'était une course magnifique avec énormément d'échappées, beaucoup de petits groupes. On a vu des favoris comme Julien Lafilippe essayer de tirer leur part du jeu, Christophe Laporte aussi qu'on a vu finalement en bonne forme. Donc ça c'était pas mal. Mais finalement, la G2R La Mondiale, Decathlon G2R La Mondiale, avec leur énorme collectif, ne pouvait pas rater la victoire. Et ils ont réussi à décrocher une nouvelle victoire sur une épreuve, ce qui est monstrueux. Ils font une année magnifique et ça récompense un peu tout le travail de développement qu'ils ont fait. Donc on est assez content pour eux. On va passer sur l'activité Strava du club GCN en français de la semaine. Et là, je ne sais pas trop quoi on pense. C'est Bruce Croizat qui clairement se plaint d'avoir fait pour la 3e fois le tour du lac Léman. Alors bon, c'est un magnifique entraînement, hein, mais clairement, quand on est autour du lac Léman, qui est réputé comme un des endroits les magnifiques, est-ce qu'on a vraiment besoin de se plaindre? Bah non, je pense pas, c'est 191 km. Mais quand c'est aussi beau, on doit juste profiter du paysage pour moi. Et dans tous les cas, on attend ta 4e fois. Et la 4e fois, peut-être que tu la feras sous un grand soleil et tu pourras même nous envoyer encore plus de photos. Dans tous les cas, c'est fini pour moi pour ce GCN Show numéro 202. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos sur GCN en français. Et je vous dis bonne semaine à tous. Ciao, ciao!